c'est parti. Donc, de mon côté, je m'appelle Frédéric Bordas, je suis un expert en la rencontre entre le développement durable et le numérique, ce qu'on appelle le numérique responsable, la sobriété numérique, l'éco-conception, enfin, on lui donne plein de noms, le Green IT, etc. Et je vais intervenir aujourd'hui avec ma casquette d'expert pour faire quelques retours de terrain, mais surtout au nom du collectif de la communauté greenIT.fr. Et en son sein, c'est une vaste communauté, on bosse avec pas mal d'autres acteurs en son sein, le collectif Conception numérique responsable qui regroupe une centaine d'organisations qui s'intéressent à comment, notamment, éco-concevoir un service numérique. Et si le terme service numérique ne vous est pas familier, ne vous inquiétez pas, on va le définir un peu plus loin dans la présentation. Voilà. Donc encore une fois, dernière fois, disclaimer, on ne va pas regarder les lignes de code. Je suis là vraiment pour plutôt vous éclairer une facette qui est souvent méconnue du numérique, c'est-à-dire vous apporter une connaissance de base sur c'est quoi les impacts environnementaux du numérique. Et partant de là, partant de ces constats et des enjeux qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'y prendre pour réduire ces impacts au quotidien, finalement, quel que soit son profil. À partir du moment où j'interviens sur un logiciel, un service numérique, un site web, qu'est-ce que je peux faire? Et on verra deux aspects, l'éco-conception de services numériques, qui est pour nous un peu du business as usual. Ça fait 10 ans qu'on va faire ce que je vais vous présenter. Et puis ce qui est en train d'émerger depuis 2-3 ans, plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui entre nous l'éco-conception facteur 4, on va chercher des plus gros leviers. Et on va faire de la low-tech, etc. Donc avant de commencer, je voulais juste faire un petit quiz et savoir si parmi vous, il y a des personnes, donc il y a de la place dans l'allée si vous voulez avancer, parce que je vois que c'est bien plein au fond, donc vous pouvez avancer si vous voulez rentrer dans la salle. Je voulais faire un petit quiz qui a déjà une idée assez claire et précise de ce qu'est l'impact du numérique. Quel type d'impact et puis combien? Levez la main, n'ayez pas peur. Ok. Donc je pense que ma première partie risque de vous apporter du contenu intéressant. Alors, on a fait une étude, c'est la plus grosse étude, et donc c'est sur cette étude que je vais m'appuyer pour vous décrire l'impact du numérique à l'échelle mondiale. C'est la plus grosse étude jamais réalisée à l'échelle mondiale et elle porte sur l'empreinte environnementale du numérique mondial. C'est une étude pour les experts dans la salle de type analyse du cycle de vie simplifié type screening. Donc c'est en cycle de vie complet. Et elle porte sur l'univers numérique. On a considéré que l'univers numérique, c'était tous les équipements électroniques qui brassent des 0 et des 1, quels qu'ils soient. Ça va de la télé connectée en passant par l'objet connecté, le smartphone, etc. Et quand on a fait le recensement finalement de cet univers numérique, on tombe sur 34 milliards d'équipements, à peu près 4 à 5 milliards d'utilisateurs, ça dépend un peu des périmètres qu'on prend. Et le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de matérialiser ce qui souvent est présenté comme immatériel. Et on s'est rendu compte que ces 34 milliards d'équipements, si on avait à essayer de calculer à la grosse louche la masse, c'est à peu près 5 fois le parc automobile français. C'est 179 millions de véhicules, 223 millions de tonnes, concrètement. C'est le poids du numérique, le poids si on pesait chacun de nos smartphones, de nos ordinateurs, etc. Donc pour un univers qui est souvent présenté comme virtuel, immatériel, dématérialisé, etc., dans le cloud, ça fait un peu lourd. C'est des nuages qui y pèsent un peu, concrètement. Partant de là, donc on a mené les calculs en analyse du cycle de vie et puis on a déterminé que en gros l'empreinte du numérique c'est 4% de l'empreinte de l'humanité. Si je prends les deux premiers indicateurs, c'est 4% de l'énergie primaire, c'est pas de l'électricité, et c'est de l'ordre de 4% des émissions de gaz à effet de serre. On a d'autres indicateurs mais je ne vais pas vous bassiner avec trop de chiffres. L'idée à retenir c'est que c'est 4% aujourd'hui en 2019-2020. Alors 4%, ça peut paraître pas beaucoup, mais c'est quand même déjà un pays qui fait 3 fois la taille de la France, c'est-à-dire que c'est un nouveau petit 6e ou 7e petit continent en termes d'impact environnementaux. Donc pour une industrie qui est souvent présentée comme éthérée, matérielle, ça commence à être relativement conséquent. Surtout qu'on le verra tout à l'heure, mais il y a une dynamique. Ce qui est intéressant, une fois qu'on a pris conscience qu'il y avait un impact, c'est de comprendre quelles sont les sources d'impact pour pouvoir réduire les impacts. Et ensuite, c'est aussi de comprendre quelle est la dynamique. Et vous verrez que la dynamique est assez catastrophique. Donc si on commence par s'intéresser aux sources d'impact, on a à peu près 2 tiers à 3 quarts des impacts qui proviennent directement des terminaux des utilisateurs. Donc c'est le tableau de bord électronique de votre voiture qui se met à jour, le GPS se met à jour via un modem GSM, c'est votre smartphone, c'est votre télé connectée, votre ordinateur, etc. L'ensemble des terminaux. Et contrairement à ce qu'on entend dans les médias, finalement les fameux data centers qui hébergent les serveurs, etc., c'est pas grand chose, c'est finalement le tiers de l'architecture 3 tiers, c'est le tiers qui impacte le moins.
Pourquoi? Parce que sur les 34 milliards d'équipements, on en a à peu près 32 milliards au niveau des utilisateurs. On a à peu près 1,5 milliard à la louche, à quelques centaines de millions d'équipements près. Hein. On a 1,5 milliard d'équipements réseau au milieu, et puis on n'a que 60 à 70 millions de serveurs. Et puis les switches et tout ce qui va bien avec dans le data center. Donc finalement, on a à peu près 500 terminaux utilisateurs pour un serveur. Donc de ce fait, le gros des impacts de l'univers numérique, il se concentre nécessairement dans la fabrication et l'utilisation des équipements des utilisateurs. C'est juste mathématique, quoi. C'est une simple règle de 3, globalement. D'autant que nous, comme vous le verrez tout au long de la présentation, on ne regarde pas l'électricité. Si vous vous intéressez au sujet, vous avez peut-être vu des études qui parlent de la consommation électrique catastrophique, etc. L'électricité n'est pas un indicateur environnemental, c'est une source d'impact parmi beaucoup d'autres, avec la fabrication des équipements, etc. Et donc quand on regarde les indicateurs normalisés, puisque tout ça s'appuie sur des standards internationaux, ISO 14044, ISO 14040, ISO 14062, etc., on utilise d'autres types d'indicateurs comme l'épuisement de l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, les tensions sur l'eau, l'épuisement des ressources abiotiques, les fameuses ressources naturelles non renouvelables, etc. Donc quand on fait le drill down et qu'on continue à creuser pour essayer de déterminer le principal poste d'impact du numérique, mais on se rend compte que c'est très clairement la fabrication des terminaux utilisateurs, puisqu'on a de 30 à 76% des impacts de l'univers numérique mondial qui est concentré directement dans la fabrication de nos smartphones, nos ordinateurs, etc. Donc déjà, je pourrais presque m'arrêter là. Hein. C'est-à-dire qu'à partir, je vais continuer, je vous rassure, mais à partir de là, vous avez déjà un niveau de compréhension suffisant pour intuiter sur quel tiers de l'architecture on va devoir focaliser notre attention a priori en premier. Alors ce n'est pas systématiquement toujours cet ordre de grandeur sur un service numérique en particulier, mais ça donne déjà une bonne idée de où se situent les impacts. Si on continue à zoomer, qu'on se dit, ben voilà, j'ai un service numérique et que je zoome sur le terminal qui permet d'accéder à ce service, le smartphone qui permet d'accéder au site web mobile, par exemple, bien on se rend compte que là, c'est le Fairphone 2. On se rend compte que c'est clairement la fabrication, mais de très loin, qui concentre les impacts, avec les autres étapes comme la fin de vie, l'utilisation et la distribution et le transport qui sont plutôt relativement négligeables en termes d'impact. Et quel que soit le type d'équipement, on va avoir le même type de résultats. Donc si on regarde là, c'est une unité centrale, sans l'écran, donc juste le desktop, on se rend compte que c'est clairement la phase de fabrication qui concentre les impacts. On a quelques barres dans la phase d'utilisation, quelques barres dans la phase de fin de vie, mais c'est globalement dans la phase de fabrication. Et ce qui est intéressant sur ce schéma, c'est que ce qu'on voit, c'est que c'est la phase de pré-manufacturing qui concentre les impacts. Et donc quand on parle de la fabrication, c'est finalement beaucoup d'étapes, la fabrication d'un équipement. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est l'extraction des minerais et leur transformation en composants électroniques qui va constituer vraiment la principale source d'impact. Et donc, s'il va falloir faire, vous êtes déjà experte et expert du sujet, c'est assez logique. Hein. Si on veut réduire l'empreinte du numérique mondial, on doit faire quoi? Alors, avant de recycler, il va falloir fabriquer moins d'équipements, les utiliser plus longtemps, pour réduire les barres qui sont ici. Hein. C'est mathématique, quoi. On peut se raconter tout ce qu'on veut, les chiffres, les études aboutissent tous au même résultat. Il va falloir baisser d'abord en priorité ces barres-là, c'est donc moins d'équipements qui fonctionnent plus longtemps. Alors quand j'arrive là devant un public technique et surtout des techs, ils me disent « Ouais, mais moi je ne suis pas le fabricant de l'ordinateur ou du serveur et je ne suis pas l'utilisateur, donc je ne peux rien faire. » Vous allez voir qu'en fait c'est vous, en partie, qui avez les leviers entre les mains, parce que c'est vous, finalement, en fonction des choix d'architecture technique, des choix de technologie, de comment vous allez écrire ligne de code, etc., qui allez influencer le nombre de serveurs, la bande passante, et jusqu'à, finalement, puisque c'est le terminal utilisateur qui concentre les impacts, jusqu'à déclencher ou pas l'obsolescence du terminal de l'utilisateur, concrètement. Et c'est pour ça qu'on va parler de ce sujet aujourd'hui. Donc si on continue à essayer de comprendre un peu cette dynamique, l'étude qu'on a menée, elle porte sur de 2010 à 2025, et elle s'intéresse à la dynamique, essayer de comprendre comment c'était en 2010, comment ça sera en 2025, pour comprendre finalement, en fonction des sources, s'il y en a qui vont augmenter en termes d'impact ou qui vont baisser. Et très clairement, ce qu'on voit, c'est qu'on a un quintuplement du nombre d'équipements, c'est-à-dire qu'entre 2010 et 2025, on va multiplier par 5 les équipements numériques dans le monde. Alors, ce n'est pas forcément lié aux pays émergents, puisqu'on voit que le taux d'équipement en moyenne des utilisateurs il baisse, parce que dans les pays émergents qui ne sont pas très riches, eh ben on va acquérir un smartphone, on va s'arrêter là. Et donc c'est pour ça qu'en toute logique, sur des équipements plutôt traditionnels, on voit le taux d'équipement qui baisse. Mais comme on a un tsunami d'objets connectés qui va arriver, puisqu'on passe d'1 milliard à 50 milliards en 15 ans,
on a globalement un quintuplement du nombre d'équipements, si on intègre les objets connectés. Et donc, il va falloir s'intéresser à tous ces petits terminaux, parce que finalement, les fabriquer, les alimenter en électricité, toutes les données qu'ils vont produire, qu'il va falloir transporter, processer, stocker, etc., ça va faire augmenter très significativement l'empreinte du numérique mondial, concrètement. Et donc, on devrait, a priori, sur la période de 2010 à 2025, en 15 ans, on devrait voir un triplement de l'empreinte du numérique, dans ces ordres-là. Heureusement, il n'y a que notre secteur d'activité qui triple, hein, parce que si l'humanité triplait son empreinte en 15 ans, on serait déjà dans Mad Max, aujourd'hui, hein, concrètement, littéralement. Et donc, ça veut dire qu'on a vraiment un enjeu fort dans notre secteur d'activité de réduction d'empreinte environnementale, d'autant que cette accélération et cette augmentation du nombre d'équipements, à la fois on voit la durée de vie qui baisse et le nombre d'équipements qui augmente, le nombre d'utilisateurs qui augmente, et donc globalement l'univers numérique qui enfle, et ça se traduit par une espèce de frontière, un mur, à 30 ans. Dans 30 ans, les minerais qu'on utilise pour fabriquer tout ce qui constitue le numérique, les terminaux, les serveurs, les radio base stations, les équipements réseau-actifs, etc., tous ces minerais, en fait, en gros, auront disparu dans 30 ans. C'est-à-dire qu'au coût actuel, aux technologies actuelles, au rythme actuel de consommation de ces minerais, comme vous pouvez le voir, l'antimoine, dans 4 à 12 ans, il n'y en a plus. L'argent, dans 8 à 21 ans, il n'y en a plus. Alors ça veut dire qu'il y en aura encore, mais que le coût va tellement augmenter qu'on ne pourra pas forcément utiliser ces matériaux pour fabriquer nos ordinateurs. Et donc on a une espèce de mur temporel à 30 ans qu'il va falloir qu'on repousse. Donc tout l'enjeu de ma conférence, c'est de vous faire prendre conscience de cette échéance et de vous montrer que l'enjeu, il est de se donner la chance d'une transition. Alors c'est ma transition numérique, enfin notre transition numérique au collectif greenIT.fr, c'est pas informatiser et numériser le monde entier, c'est de se dire comment on passe de 30 ans de numérique devant nous à 2-3 générations, donc comment on passe de 30 à 90 ou 120 ans de numérique devant nous, pour donner la chance à l'humanité d'avoir une transition, et que ça ne s'arrête pas dans 30 ans de manière brute, parce que dans ce cas-là, c'est Mad Max. Hein. On est complètement drogué du numérique, notre société sans numérique, elle s'écroule demain, littéralement. On est totalement dépendant des flux d'informations et du média numérique pour simplement échanger entre nous. Et donc la société serait tellement désorganisée sans numérique que ce n'est pas envisageable à court terme. Donc il y a vraiment des enjeux stratégiques en fait derrière, pour l'humanité, des enjeux de résilience derrière le sujet du numérique et de l'environnement. Donc heureusement, ça c'est un peu, je sais qu'il est 15 heures et que c'est pas forcément très réjouissant, mais heureusement on a des solutions aujourd'hui, on a des méthodologies qui existent qui nous permettent de réduire très efficacement l'empreinte du numérique. Donc la première approche c'est celle de l'éco-conception de services numériques. Alors je vais commencer par ce slide-là. Je vais commencer par vous dire que un logiciel ça n'existe pas. Je sais que devant une salle remplie de personnes qui écrivent des lignes de code toute la journée, ça peut faire bizarre, mais un logiciel, ça n'existe pas. Quand on essaye de quantifier les impacts environnementaux d'un logiciel, on n'y arrive pas. C'est quoi un logiciel? Dans le monde physique, dans la vraie vie, c'est quoi? Allez-y, parlez clair. De l'électricité. Je n'entends pas. De l'électricité qui passe ou passe pas, c'est effectivement un électron qui passe dans les gates du processeur, du microprocesseur. C'est quoi d'autre? C'est des actions qu'on va avoir et qu'on va faire ou qu'on va récupérer. Ouais. Alors, c'est des 0 et des 1, finalement, la base de l'informatique, c'est des 0 et des 1, et les 0 et les 1, c'est un électron qui passe dans la gate du microprocesseur, mais c'est aussi l'état de la piste magnétique de mon disque dur, c'est finalement l'état du pixel, là, donc l'état de la lampe, donc l'état de la matrice qui projette les couleurs, l'état du câble, l'état du tuyau. En fait, un logiciel, ça n'existe pas, mais c'est matérialisé par un ensemble de matériels qui vont lui donner vie, en fait, qui vont permettre d'afficher, manipuler, stocker, transporter le logiciel. Et dans notre domaine, quand on cherche à réduire les impacts environnementaux d'un logiciel, on ne peut pas parler d'éco-conception logicielle, on ne peut pas. On est forcément en train d'éco-concevoir un service numérique, c'est-à-dire l'ensemble des logiciels et des matériels qui vont nous permettre de réaliser un acte numérique quotidien. Et comme on est juste à côté de la gare, on va rester sur l'exemple, trouver l'horaire d'un train. Mais ça pourrait être inscrire ses enfants à la cantine, consulter le solde de son compte en banque, ça pourrait être regarder une vidéo, enfin n'importe quel acte métier, n'importe quel usage numérique quotidien concrètement. Et donc c'est à ce niveau de granularité qu'on travaille pour arriver à réduire en éco-conception l'empreinte d'un service numérique.
Donc tout ça, vous le vivez déjà un petit peu, hein, ce constat, maintenant que c'est dit, parce qu'en fait, le phénomène de Béziciel, on le connaît et on voit bien le lien que je viens de faire entre le matériel et le logiciel, cet assemblage qui va constituer le service numérique. On ne remplace pas nos ordinateurs parce qu'ils ne fonctionnent plus, on ne remplace pas nos serveurs parce qu'ils ne fonctionnent plus, on les remplace parce qu'ils rament. Et pourquoi est-ce qu'ils rament? Parce que les logiciels, de version en version, demandent toujours plus de CPU, de mémoire vive, de disque dur, de GPU, etc., etc. Et donc, de ce fait, on a quantifié, il y a déjà pas mal d'années, il y a 10 ans en fait, qu'on a quantifié ce phénomène de Béziciel. On voit qu'en gros, entre 1995 et 2015, il faut 115 fois plus une page web, pardon, pèse 115 fois plus lourd. Ou que entre Windows 98, Office 97 et Windows 8, Office 2000, je ne sais même plus à combien on est, Office 2013, il faut 114 fois plus de RAM. C'est comme si vous achetez une voiture aujourd'hui et qu'on vous dit, que le garagiste vous disait, pour rouler à 100 km, faire 100 km sur l'autoroute à 100 km/h, il faut un moteur 115 fois plus lourd. C'est ce qui se passe dans notre univers. Et donc il y a clairement un enjeu très très fort à réduire ce phénomène de Béziciel, parce que c'est finalement le logiciel qui va déclencher la quantité de matériel dont on a besoin et qui va indirectement donc déclencher l'obsolescence du matériel, très clairement. Et donc, heureusement, on a une démarche normalisée, hein, il y a un consensus d'experts au niveau international qui nous disent, si vous voulez réduire l'empreinte du numérique, c'est très simple, adoptez la démarche d'éco-conception qui vise à intégrer la problématique de l'environnement dès la conception d'un service numérique, à toutes les étapes de son cycle de vie, en mettant en avant une approche multicritère et puis une démarche d'amélioration continue. Et donc on ne peut pas éco-concevoir un logiciel, on ne peut pas éco-concevoir un site web, on ne peut pas éco-concevoir une application mobile. Ce qu'on va éco-concevoir, c'est le geste métier, trouver l'horaire d'un train. C'est ça finalement qu'on va éco-concevoir. Et donc toutes les parties prenantes autour du service numérique, du product owner en passant par les responsables de l'hébergement, du paramétrage des serveurs, en passant par les développeurs, en passant par UX, UI, vraiment toutes les parties prenantes vont devoir se pencher sur le berceau du bébé pour l'éco-concevoir. Et donc ça ne peut pas être que vous, vous avez surtout des profils techniques j'imagine dans la salle, ça ne peut pas être que vous qui le fassiez. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est vraiment un travail collectif de toute l'équipe qui va donner naissance à un produit ou un service numérique. Donc il y a 5 clés pour savoir si vous éco-concevez ou pas, si vous faites du greenwashing ou pas, hein, concrètement. La première, c'est de définir ce qu'on va éco-concevoir. La deuxième, c'est de prendre en considération tous les équipements qui vont permettre de réaliser l'acte numérique. Si je suis la SNCF, je ne vais pas m'arrêter à mes serveurs qui délivrent l'horaire du train. Je vais aussi prendre en considération le cœur de réseau des opérateurs, la box ADSL chez le particulier, son ordinateur portable. On va prendre en considération tout ce qui permet à l'acte numérique d'exister. Et partant de là, après, on prendra des décisions, on agira sur tous les tiers de l'architecture ou pas, mais il faut vraiment regarder la problématique dans sa globalité. C'est vraiment important d'avoir une approche holistique de ce type-là. Évidemment, on le fait en cycle de vie, on utilise plusieurs indicateurs environnementaux, parce que sinon on peut faire dire n'importe quoi à une étude. Il y a 10 ans, vous vous rappelez de Zéro Informatique ? Je ne sais pas si vous... il y a 10 ans, j'avais publié un article dans Zéro Informatique qui disait l'inverse, qui faisait dire l'inverse à une étude, parce que j'étais en monocritère juste sur les gaz à effet de serre. C'était très facile de manipuler l'étude. Et à l'époque, je pensais que ça ferait un tollé et que ça ferait réagir, et puis en fait, personne n'a rien vu. C'est vous dire en fait le niveau de greenwashing ambiant et à quel point on baigne dedans, et donc on s'en rend même plus compte, hein, concrètement. Et puis après, c'est une démarche d'amélioration continue, et donc ça c'est très important parce que ça veut dire que c'est pas forcément à vous de faire le job. Peut-être que l'enjeu, le levier principal pour réduire l'empreinte d'un service numérique, peut-être que c'est au product owner de dégraisser le backlog fonctionnel et de virer 70% des fonctionnalités qui seront jamais utilisées par les utilisateurs. Mais peut-être que c'est aussi à vous d'agir parce que le choix d'architecture technique que vous avez fait n'était pas du tout adapté. Dans la session, juste à la fin, là, dans les questions-réponses de la session précédente, il y avait des discussions comme ça sur quelle techno utiliser, à bon escient, etc. Donc c'est à la fois des choix techniques, mais ce n'est pas que des choix techniques concrètement. Alors, la meilleure façon d'éco-concevoir un service numérique, c'est de vous imaginer au fin fond de la Creuse, j'ai rien contre la Creuse, hein. On pourrait prendre un autre département, hein. Au fin fond de la Creuse ou tout en haut de Beldon, là, avec un smartphone qui a 6 ans, vous êtes connecté en 3G, la petite 3G, et il faut que ça marche, concrètement. En gros, l'idée c'est de vous mettre dans une posture très contrainte techniquement, et d'arriver à concevoir un service numérique qui, d'un point de vue métier fonctionnel, répond aux attentes de l'utilisateur, et qui, d'un point de vue technique, est suffisamment léger, peu gourmand pour que ça fonctionne partout.
Et de ce fait, eh bien, vous n'allez pas... Vraiment, j'ai vraiment planté mon smartphone hier, hein, donc j'ai un vieux BlackBerry. De ce fait, l'utilisateur, même avec un vieux smartphone, il pourra quand même accéder au service. Il ne sera pas contraint de renouveler son terminal juste pour accéder à son compte en banque ou réserver un billet de train ou connaître la place dans le TGV demain, ou etc. Donc ça, c'est relativement standard. Hein. Ce que je vous décris, ça fait 10 ans qu'on le fait. Le premier site web qu'on a éco-conçu en Europe, c'est en 2011, c'est la Banque cantonale de Fribourg. Pour vous, puisqu'une image vaut mieux qu'un long discours, pour illustrer tout ce que je viens de dire, il y a un cas qui est très intéressant, c'est celui de la Deutsche Bahn. Et la Deutsche Bahn, elle va faire un peu une sorte de retour vers le futur. Aujourd'hui, elle a un site web qui pèse 4 mégas. Et si vous cherchez, vous allez saisir le lieu de départ, le lieu d'arrivée, eh bien c'est là. Mais souvent, on le cherche au début parce qu'il y a tellement de trucs en rouge qui clignotent partout qu'on finit par ne même plus savoir, on doit saisir les informations. Et en fait, là, comme il y a des gens qui bossent à la Deutsche Bahn, des techos qui bossent, et qui bossent vraiment et qu'ils n'ont pas le temps de charger 4 mégas juste pour rien, ils ont gardé un vieux CGI d'il y a 20 ans. Et ce vieux CGI d'il y a 20 ans, il fait exactement le même job que la version qu'on va appeler obèse, sauf qu'elle le fait en 6 kilooctets tout compris, 2 requêtes HTTP tout compris, vous saisissez le lieu de départ, le lieu d'arrivée, et vous avez l'horaire du train, concrètement. C'est moche, mais c'est même plus intelligent que la version moderne. Quand vous tapez Bordeaux sans X, ça vous fait Bordeaux-Saint-Jean, Paris-Montparnasse, il sait exactement de quelle gare on part, il corrige les fautes d'orthographe, etc. Donc c'est pas parce que c'est pas beau que c'est bête. Il faut se méfier. Cette version-là, c'est plus compliqué de réserver un train. C'est super joli, mais on a oublié l'essentiel, on a oublié le MVP. Qui connaît MVP? Minimum Valuable Product, voilà. On a oublié l'essentiel, on a oublié de se concentrer sur le besoin essentiel de l'utilisateur concrètement. Donc ce cas est intéressant parce que je vous enverrai le PDF, enfin vous accéderez au PDF, je mettrai les URL, vous pourrez cliquer, ça fonctionne et vous vivrez l'expérience utilisateur et vous verrez que globalement ça fonctionne plus rapidement, mieux, dans des contextes techniques beaucoup plus dégradés et finalement ça fait le job. D'après vous, je vais faire un sondage, qu'attendent vos utilisateurs? Est-ce qu'ils attendent la version dite anorexique ou est-ce qu'ils attendent la version dite obèse? Qui est pour la version plutôt légère, enfin mettez-vous à la place des utilisateurs ou de vos clients, enfin les gens avec qui vous travaillez, ils attendent quoi? On va voter pour la version la plus légère. Votons. C'est un peu partagé quand même. Hein. Okay. Et pour la version la plus jolie, on va dire? Voilà, donc il y a un peu moins de mains qui se lèvent, mais il n'y a pas un consensus fort dans la salle. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a 2 énormes études de marché qui ont été menées. Il y en a une, ça fait 15 ans qu'elle est menée en permanence. Il y en a une, ça fait à peu près 5-6 ans qu'elle est menée. Une à l'échelle internationale et une à l'échelle française. Et vous allez voir qu'en fait, les utilisateurs préfèrent de très 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 loin ce type d'interface. Donc la première étude de marché à l'échelle planétaire, c'est Yahoo versus Google. Yahoo, fin des années 90, leader incontesté du web, des dizaines de milliards de dollars en bourse, too big to fail. Ils sont morts, crise cardiaque, trop gros, trop gras, crise cardiaque, mort. Ils se sont fait botter les fesses par Google. Je ne fais pas l'apologie de Google, hein, mais force est de constater que visuellement, il y a un truc qui parle par rapport au sujet qu'on évoque. Autre étude de marché plus récente, et là quand je dis étude de marché, c'est simplement parce qu'il y en a qui vont mourir, il y en a qui sont morts, il y en a qui prennent le business. Hein. Autre étude de marché, c'est Voyage SNCF, ça a dû changer encore de nom, mais je ne sais plus, il y a longtemps que je n'utilise plus. Et il y a Capitaine Train, qui s'appelle aujourd'hui Trendline. Eh bien, sur un monopole d'État, ou si je fais un micro-trottoir dans la rue, les gens pensent qu'on peut acheter un billet à la SNCF qu'à la SNCF. Vous imaginez le monopole commercial, quand même si ce n'est plus le cas. Sur ce monopole-là, cette start-up qui s'est créée il y a 8 ans sur une promesse, vous allez aimer réserver un billet de train, ce qui en dit long déjà sur le dysfonctionnement de ce côté-là. Cette start-up, dans 5 ans, elle vendra, malgré l'état d'esprit des gens qui croient qu'on ne peut pas acheter un billet de SNCF en dehors d'une gare ou de la SNCF, dans 5 ans, elle vendra plus de billets de train en France et en Europe que la SNCF. Sur la promesse, vous allez aimer réserver un billet de train parce que la façon dont je vais concevoir et réaliser techniquement le service numérique fait que votre expérience utilisateur, et c'est vraiment l'association d'un travail fonctionnel et technique, fait que ça sera une meilleure expérience. Et a priori, ce que disent les utilisateurs, c'est que l'expérience qu'ils veulent, c'est une expérience minimaliste, ultra simple, c'est-à-dire ça fait juste le job. Pourquoi? Parce qu'en dehors de cette salle, les utilisateurs d'un service numérique, ils ne savent pas ce que ça veut dire AngularJS, React, Vue, je ne sais quoi. Ils veulent juste que ça marche partout, même en bout de ligne ADSL à 3 mégas. Moi, je touche Grenoble, j'ai 3 mégabits par seconde, pas octet, 3 mégabits par seconde en ADSL, littéralement. Et les utilisateurs en France, c'est ça. Ils veulent juste que ça marche.
Ils ne veulent pas que ça rame, ils ne veulent pas que ça mange leur forfait data. Et donc finalement, vous allez voir, ça va être une tendance très très lourde dans les années à venir. Il va y avoir une espèce d'épurage en fait des services numériques. Alors, le Minitel peut-être pas jusque-là, mais finalement, je ne suis pas sûr qu'on allait tellement moins vite à réserver un billet de train sur 3615 SNCF. Il faudrait regarder, mais faudrait regarder concrètement. Donc on a au niveau de la communauté, on a développé un certain nombre, on a créé et développé un certain nombre d'outils. Je ne vais pas tous vous les présenter parce que ce n'est pas l'objectif, hein. Mais on a donc le collectif Conception numérique responsable, c'est un collectif de contributeurs. On est organisé comme une communauté open source, c'est-à-dire qu'on n'est rien, on n'est même pas une asso loi 1901. Et c'est des bonnes volontés qui s'agrègent en se disant c'est quand même bête de réinventer la roue qui existe déjà, et plutôt que de créer 3 services concurrents, on va essayer de construire ensemble une boîte à outils cohérente avec des outils qui se complètent, etc. Et donc on a produit tout un tas d'outils, ça va de formation, de certification, en passant par des méthodes d'évaluation, des référentiels de bonnes pratiques, des outils d'évaluation en ligne, des extensions pour navigateurs, etc. Et je vais vous montrer, je vais vous parler de 2 outils en particulier, je ne peux pas tous vous les présenter, avant de passer à la 3e partie sur l'éco-conception radicale. Parce que le sujet, c'est quand on se dit il va falloir éco-concevoir, j'ai envie, je sors de la salle et je suis motivé, c'est comment on fait, quoi, comment on s'y prend. Et donc la meilleure façon, c'est de commencer par se former, et puis ensuite après avoir des petits outils qui nous aident au quotidien à avoir des réflexes, ou à mettre en œuvre des bonnes pratiques simplement, de façon un peu mécanique, même sans être vraiment expert, quoi. Parce que tout le monde n'a pas le temps de devenir expert. Il y a la sécurité, il y a la perf, il y a le SEO, il y a tellement de problématiques à gérer concrètement sur un projet. Donc la première chose qu'on fait quand on éco-conçoit un service numérique, c'est on fait une analyse du cycle de vie. Donc on prend le standard ISO 14044 qui nous dit comment on fait. Vous ne serez jamais des experts du sujet, ce n'est pas votre taf. Mais on fait une analyse du cycle de vie et elle nous dit là, sur cette application mobile qui a été développée pour Schneider Electric et consiste à rentrer une ancienne référence produit et obtenir la nouvelle référence produit et la fiche du produit. Donc c'est vraiment un fonctionnel ultra simple. Elle nous dit là, sur cette appli, avec ses volumétries réelles, hein, c'est la vraie vie, le gros des impacts, il est du côté des terminaux utilisateurs. Quand on le fait, c'est mieux parce que comme ça, on est sûr de ne pas se tromper de combat. Si ça nous disait c'est plutôt du côté du serveur, par exemple, qu'on a des enjeux, alors dans ce cas-là, on ne s'intéresserait pas trop au front et on travaillerait vachement plus le back. Donc c'est un outil qu'on utilise systématiquement en première étape pour être sûr d'agir à l'endroit où on va avoir le plus d'effet de levier. On a parfois des différences, mais globalement, là c'est une banque en ligne, une grande banque de détail française. C'est l'analyse de cycle de vie de cette banque, de mabanqueenligne.com. Eh bien, on voit que là, c'est encore la problématique du navigateur. Donc on commence toujours par faire une analyse de ce type-là pour comprendre où sont les impacts. Et puis après, on va aller chercher des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Si c'est dans le front, alors on va aller chercher des bonnes pratiques front, etc. La communauté, depuis 10 ans maintenant, puisque la première version elle date de 2011, elle produit pour les architectures web, qui travaillent surtout sur des architectures web. C'est peut-être pas tout le monde, donc bon, un peu quand même. Donc sur des architectures web, on a un référentiel communautaire qui recense 115 bonnes pratiques. Alors pourquoi 115? Parce que le poids d'une page web a été multiplié par 115 entre 1995 et 2015. C'est pour ça que ça s'appelle éco-conception web, les 115 bonnes pratiques. Il y a un moment, il fallait s'arrêter quelque part, on s'est dit 100, 120, 130, 150, on s'est dit 115. Ça sera un petit truc mémotechnique, ça fait une petite histoire à raconter, quoi, concrètement. Et donc ce guide de bonnes pratiques, c'est des bonnes pratiques là, donc là c'est plutôt quand on passe en prod à l'hébergement, qui peuvent être à la fois fonctionnelles, techniques, donc on en a qui portent sur comment on écrit les lignes de code, quel choix de techno on fait, etc. Et là c'est typiquement souvent des bonnes pratiques qu'on connaît mais qu'on ne met pas en œuvre. Donc là ça dit simplement, les gars, mettez en cache tout ce qui peut être mis en cache navigateur, positionnez les bonnes entêtes HTTP sur le HTTP des confs d'Apache ou Nginx ou autre, quoi. Donc ce sont souvent des bonnes pratiques très simples, mais qu'on constate quand on fait des audits sur des grands services avec des millions d'utilisateurs, on constate que ce n'est pas toujours mis en œuvre. Pourquoi? Parce qu'on a des tuyaux gros comme ça, parce qu'on a des ordinateurs gros comme ça, et tant que ça passe dedans et que ça coûte pas cher, on y va. On augmente les impacts environnementaux, on augmente le coût. Comme le coût, il augmente que de façon marginale, parce qu'avec le cloud et l'infrastructure qui est disponible, ça coûte quand même pas très cher quand même, de la quantité de ressources informatiques. On préfère, plutôt que d'avoir une conception efficiente des services numériques, on préfère augmenter la taille des tuyaux, la taille des serveurs, c'est quand même vachement plus simple, on se prend moins la tête, quoi. Si vous êtes comme moi et que vous avez connu le ZX80, alors peut-être pas,
alors vous avez pris des réflexes d'optimisation et vous aimez bien quand c'est beau, que c'est performant, que c'est efficient, etc. Et en général, je pense, vu le public qu'on a dans la salle, vous aimez bien faire votre travail. Il y a une satisfaction en fait à avoir un service numérique qui soit efficient parce que c'est la bonne architecture, parce que c'est les bons choix de techno, parce que c'est bien implémenté. Et donc les bonnes pratiques que vous mettez dans ce sens-là, avec cet état d'esprit, vous allez les retrouver en grande partie dans le référentiel. On a ensuite un autre outil qui s'appelle EcoIndex. Alors lui, il flash des sites web. En gros, des URL, ça peut être des API, des pages web, c'est une URL, quoi. Donc vous imaginez, vous avez le gros tuyau dans lequel passent dans lequel passent tous les sites web, et puis à un moment on les flash. Et plutôt que de mesurer leur vitesse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer leur performance environnementale, les comparer les uns par rapport aux autres. Et en fonction de ça, on va en déduire une empreinte environnementale. Et on va commencer à regarder qu'est-ce qui ne fonctionne pas en fait, d'où vient l'obésité ou la mauvaise performance environnementale. Donc là, j'ai découplé l'adresse qui est ici, qui correspond à la page de la session sur le site SnowCamp. Je l'ai découplé, j'ai pris un exemple d'un autre site web qui était bien pourri, de façon à vous montrer en fait comment ça peut nous aider quand on conçoit au quotidien en fait. Et là, ce que nous dit, parce que finalement la page SnowCamp elle était bien faite, c'est une bonne nouvelle, et donc il n'y avait pas grand chose à raconter, quoi. Donc là, ce que nous dit l'analyse de cette URL là, ça nous dit que finalement l'empreinte environnementale est importante, la performance est mauvaise, performance environnementale, parce qu'il y a 6300 éléments du DOM, c'est-à-dire que la page qui s'affiche est très complexe. Et donc si c'est très complexe, si j'ai un vieux navigateur, une vieille machine comme la mienne qui a 12 ans, qui est en Windows XP, du fait que j'ai planté mon ordi hier, du coup je ne vais pas pouvoir me connecter. Typiquement quand je vais sur le bon coin, on me dit t'as Windows XP, c'est trop vieux, dégage. Et de toute façon j'arrive pas à l'afficher. Donc ça c'est la complexité de la page. Et donc ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va pousser l'utilisateur à se dire ah ma machine est RAM, elle est trop vieille, il faut que j'en change. Alors que si ça se trouve, en revenant dans la médiane, on peut délivrer le même service. Et donc souvent, quand on regarde les concurrents avec cet outil, qui est simplement un mètre, pour mesurer, c'est un outil de mesure, donc c'est comme un mètre, on peut se rendre compte qu'on a des concurrents qui ont 3, 4, 5 fois moins d'éléments du DOM, donc des pages moins complexes, et ils délivrent la même unité fonctionnelle, trouver l'horaire d'un train, et ça fait le job. La page de 3 kg versus la page de 4 mégas, quoi. Donc voilà, c'est un outil qui vous permet de commencer à identifier des zones sur lesquelles, au niveau de l'architecture, notamment là sur le front, sur lesquelles vous allez pouvoir progresser. Alors on a quelques retours d'expérience qui nous montrent que ça prend plein de formes, l'éco-conception, et que souvent on fait de l'éco-conception sans le savoir. Donc premier exemple, c'est IBM en 2007, alors en 2007, il y a 15 ans presque, qui devait monter 9 Tera de données en mémoire. J'ai laissé le terme volontairement, à l'époque on ne parlait pas de Big Data, on parlait de Data Warehouse. Ça fait un peu has-been aujourd'hui, mais c'est le contexte de l'époque. Et 9 Tera de données à monter en mémoire, à valider, à processer, même pour IBM, 9 Tera en RAM, ça commence à faire un peu quand même. Et alors le fonctionnel c'était quoi? C'est je suis un supermarché, je prends les ventes du jour, je regarde la météo et j'optimise mes têtes de gondole pour le lendemain. Sauf que le traitement prenait 33 heures. Le lendemain, la météo elle avait changé parce que de toute façon, nous on était le surlendemain. Voilà. Et donc en faisant un truc qu'on apprend de moins en moins à l'école et qui est pourtant absolument critique, l'algorithmie, 2 presque prix Nobel de mathématiques quand même, ont rien touché aux API, rien touché aux données, rien touché au matos, ils ont juste réordonnancé les traitements, ils les ont optimisés et ils ont divisé par 100 en fait la quantité de ressources informatiques nécessaires pour délivrer le traitement. Ce qui veut dire que ça vaut le coup d'investir un petit peu en amont lors de la conception parce qu'on peut avoir des gains sur le run absolument considérable. Ça veut dire que c'est 100 fois moins de serveurs concrètement, donc c'est 100 fois moins de coûts opérationnels pour délivrer le service concrètement. Autre exemple, le leader européen de la distribution d'articles de sport, voilà, qui a déjà un paquet d'années, je dirais 7-8 ans, avait suivi une formation sur le sujet, et puis tout seul comme des grands, ils se sont débrouillés. Ils étaient à l'étape où soit ils reconstruisaient un nouveau data center parce qu'ils étaient à 12 secondes de temps d'attente. Est-ce que j'ai la paire de Nike en 43 en stock dans le magasin? 12 secondes de samedi après-midi. Je ne vais pas vous faire attendre 12 secondes parce que c'est très 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 long en fait. Et donc ils se disaient, on va construire un nouveau data center, on met 3 fois plus de machines, on va passer 12 divisé par 3 égale 4 secondes, quoi. Et puis ils se sont dit non, quand même, ça fait un peu cher, un peu d'impact environnementaux. Ils ont repris en 4 mois hommes, ils ont repris les 40 requêtes SQL clés, ils en ont découvert certaines qui avaient 17 inner joins, 17 jointures, je ne sais pas si ça parle, voilà. Mais ouais, mais à force de patcher, repatcher, dépatcher, repatcher, parce qu'on n'a pas le temps, il y a un moment où il faut se poser.
on réécrit proprement, on change un peu le modèle de données s'il faut, on retravaille les index. Résultat, juste en voilà, 40 jours hommes, 2 millions d'euros d'économie. Les 2 millions d'euros d'économie, c'est moi qui les ai chiffrés parce que je n'ai pas les chiffres officiels. C'est quand vous passez de 12 secondes à 5 secondes, c'est les 7 secondes que vous gagnez d'attente, multiplié par 7500 vendeurs, multiplié par les heures. Juste les 7 secondes où l'utilisateur attend plus, ça coûte 2 millions. C'est 2 millions d'euros d'économie où finalement l'utilisateur il fait autre chose pendant ce temps-là. C'est même pas les ventes qui vont être réalisées et qui ne l'étaient pas avant. Vous imaginez. Et l'économie pour l'environnement, c'est un data center entier. Donc voilà, il y a du ROI derrière la démarche. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que le ROI, c'est important aussi. Je vais passer sur les autres retours d'expérience, comme la Banque cantonale de Fribourg. Je voudrais finir sur des expériences un peu plus inspirantes et vous faire travailler un petit peu. Est-ce que vous avez tous entendu parler de la low-tech? Qui n'a pas entendu parler de la low-tech? N'ayez pas peur de lever la main, c'est pour... D'accord. Donc l'idée de la low-tech, c'est quoi? C'est une technologie extrêmement simple, robuste, connue, qu'on va pouvoir déployer massivement en ayant la certitude que n'importe qui peut s'en emparer, l'utiliser facilement, la réparer, et qui nécessite a priori pas beaucoup de ressources pour être fabriquées, mises en œuvre, etc. Et donc, tout ce que je viens de vous raconter, pour nous, c'est du business as usual. Ça fait 10 ans qu'on en fait, et compte tenu des chiffres, des premiers chiffres qu'on a vus dans l'introduction sur il nous reste 30 ans de numérique devant nous, on s'est dit qu'il fallait peut-être accélérer et passer de la première directement à la 4e vitesse, quoi, concrètement. Le facteur 4, qui en a entendu parler? Ok, le facteur 4, c'est en gros que l'empreinte, l'humanité, si elle veut être résiliente, doit diviser, nous tous dans cette salle, diviser notre empreinte environnementale par 4 à l'échelle de 2050. Entre 1990 et 2050, vous prenez ce laps de temps, on doit diviser par 4. On a déjà perdu 30 ans, puisqu'on est en 2020. Il nous reste 30 ans, a priori, de stock de numérique devant nous, donc il nous reste 30 ans pour diviser par 4 l'empreinte de l'humanité, dont l'empreinte numérique, quoi, concrètement. Et donc, on s'est dit, appliquons les recettes qu'on connaît depuis 10 ans maintenant en éco-conception, injectons l'ADN de la low-tech dedans, et puis voyons ce que ça donne. Alors, je vais vous montrer un premier exemple. Je vais vous faire bosser, même si je sais qu'il ne me reste que 10 minutes. Premier exemple, c'est du concret, hein, c'est du réel. Hein. Weatherforce, start-up basée à Toulouse, qui a un savoir-faire particulier et sait faire des prévisions pluviométriques très fines et très précises. Ça permet aux paysans de mettre moins d'engrais et puis de récolter à temps et que ça ne pourrit pas, donc il a un meilleur rendement avec moins de produits chimiques globalement. Donc c'est assez intéressant. Et donc cette start-up voulait à la fois éco-concevoir son service numérique, mais aussi attaquer des pays où il n'y a pas de 4G. La Côte d'Ivoire, puisque son fonctionnel, c'est pour que le paysan ait ses prévisions pluviométriques, il faut qu'il dispose d'un smartphone dernière génération en 4G. Qu'avons-nous fait pour éco-concevoir? Vous feriez quoi, vous, si vous étiez à ma place? Alors MVP, c'est quoi le MVP? Quelles sont les fonctions vraiment essentielles au service? Ouais, mais c'est quoi justement là? Météo. La météo. Comment on fait pour accéder à de la météo? On regarde le ciel. Alors oui, mais alors là, bon, là ils ont quand même des algorithmes qu'on dirait que c'est presque de l'IA et que c'est quand même vachement balèze et que c'est quand même vachement plus précis. Des capteurs? Non. J'ai entendu un mot-clé là. La radio. Eh ouais, dans le temps, comment on faisait quand on n'avait pas l'internet? Dans le temps, quand on était jeune, enfin pour certains comme moi, eh ben, les prévisions météo, ils étaient poussées à la radio. Le problème de la radio, c'est que ça broadcast. Et donc on a pensé à la radio évidemment, mais ce que veulent les paysans, c'est leur parcelle, c'est la pluviométrie chez eux, pas à l'autre bout de la région. SMS, on y a pensé, le problème c'est qu'il y a 30% d'illettrisme. Mais c'est un bon réflexe. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que c'est simple, l'éco-conception, vous avez des bons réflexes. Téléphone, effectivement, dans le temps, on rentrait dans la cabine téléphonique, j'ai connu les pièces, mais on mettait aussi des cartes dedans, et puis on appelait Météo France qui nous donnait la météo en fonction du chiffre qu'on pianotait sur le clavier à touche, ce qui était déjà une révolution. Tout à fait. Mais en fait, le fonctionnel qu'on a trouvé, la méthode qu'on a trouvée, c'est de se dire, on va garder le supercalculateur à Toulouse, parce que ça, c'est ce bout de numérique, avec des langages super balèzes, la techno super balèze, du deep learning, je ne sais pas trop quoi, ça, on en a besoin pour avoir des prévisions fines. Par contre, pour pousser l'information, eh bien, on va faire en sorte de la capter à un endroit, et où on capte, eh bien, c'est au cœur du village, et c'est souvent l'enseignant
qui a un smartphone et qui capte parce que on va mettre les antennes relais au plus près d'où il y a une concentration d'individus et c'est souvent au cœur du village. Ce qui fait que ce sont les enfants qui, en rentrant de l'école, donnent les prévisions pluviométriques qui ont été écrites et dessinées au tableau par le maître du village à leurs parents. Ce que je vous montre, c'est l'association intelligente et c'est la seule façon qu'on va avoir de concevoir des services numériques. Si on veut que dans 30 ans, il reste du numérique, il va falloir garder les supercalculateurs parce qu'ils sont balèzes, ils font des trucs qu'on ne sait pas faire nous, avec nos cerveaux, parce qu'ils brassent beaucoup trop de données, on ne saurait pas le faire. Mais par contre, pour l'affichage, on n'a pas forcément besoin d'un smartphone. Et donc l'enjeu de l'éco-conception facteur 4, qu'on appelle un peu aussi éco-conception radicale, c'est de se dire comment je prends, vraiment je tire la quintessence de chaque cerveau qui est dans cette salle, des technologies hyper évoluées que vous maîtrisez, que je ne maîtrise pas du tout, comment je tire la quintessence de ça, mais sans aller vers du gras numérique. On n'a pas forcément toujours besoin du smartphone dernier cri pour accéder à une information. Et d'ailleurs, je prends littéralement un train ici à la gare demain, et d'ailleurs, je viens de recevoir un SMS, il roule à nouveau, c'est une bonne nouvelle, et je viens de recevoir ma place et ma voiture par SMS. Et finalement, le SMS, c'est quoi? 2G SMS, c'est de la low-tech numérique, quelque part. On pourrait le présenter un petit peu comme ça. Et donc, il y a un vrai enjeu à se projeter comme ça. C'est très bon pour le business. On a accompagné une autre start-up qui fait un comparateur de prix B2B. Et elle avait un truc génial. C'était beau. Oh, AngularJS, Bootstrap, dernière génération. C'est comme ça qu'ils vivaient, eux. Ils avaient un service, ils vendaient un truc qui était en Angular. Et je veux dire, ils mettaient en avant Angular. Ils avaient oublié un truc, c'est que leurs clients, qui sont des spécialistes de la veille concurrentielle, quand ils achètent un service numérique, c'est pas juste pour regarder Angular, ils ne voient pas la différence. On pourrait leur remettre ce qu'on veut, React, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ce qu'ils veulent, c'est gagner du temps. Et donc, le use case initial, c'était je me connecte tous les jours pour admirer les cases qui clignotent en rouge dans Angular, après m'être logué, mot de passe, etc. Et ça ne fonctionnait pas très bien parce qu'en fait, c'était assez fastidieux. Quelle est la technologie low-tech qu'on a mis en œuvre pour permettre aux gens qui font leur veille concurrentielle d'accéder aux informations clés uniquement quand c'est nécessaire? Du push, et du push, on peut le faire comment? Alors, pas SMS, mais un mail. Je veux dire, le mail, c'est presque la low-tech aujourd'hui, hein, par rapport à de l'Angular. Et en fait, ils ont triplé le nombre de clients parce qu'on a fait disparaître le service, qu'on a gardé pour faire le setup, les produits, les seuils qui vont déclencher les alertes. Et ce qui a séduit les utilisateurs, c'est le fait de faire de la low-tech, c'est un mail, ça marche partout, n'importe quel navigateur, n'importe quel contexte, un mail, ça s'affiche, dans lequel il y a les informations qui ne sont poussées que quand c'est nécessaire et uniquement les informations nécessaires. Donc l'enjeu pour vous, avec vos profils techniques, c'est de choisir des solutions techniques qui ne sont pas forcément les solutions dernier cri, de façon à vous adapter aux contraintes qu'on va avoir, aux contraintes à la fois de réduction d'impacts environnementaux, mais aussi des contraintes utilisateurs qui sont que si vous voulez toucher tous vos utilisateurs, eh ben, va falloir commencer à réfléchir en mobile first, en PWA, enfin réfléchir à des façons d'adresser tout le monde et pas simplement les techos qui ont l'ordinateur dernier cri en plein cœur de réseau parisien, etc. etc. Donc c'est l'enseignement qu'on a tiré de ces 10 dernières années. Alors si en plus votre service numérique qui permet de sauver des vies, c'est quand même génial. Si en plus c'est du numérique qui va sauver des vies, c'est top. Et donc pour conclure, je voulais juste vous dire qu'en Afrique, on a un service qui, avec 2 SMS, sauve des vies. Ce service-là, il est 30 000 fois moins impactant que quand j'affiche la page en France qui me permet de commencer à prendre rendez-vous si toutefois le médecin était libre pour me voir le médecin généraliste. Donc ils arrivent, les pays émergents, ils arrivent à trouver des solutions hyper simples avec des technos littéralement low-tech qui permettent de façon très efficace de répondre aux besoins des utilisateurs. Et je pense que la révolution de demain, il va y avoir un axe qui sera sur la low-tech, parce que de toute façon, on n'a plus assez de minerais pour fabriquer le numérique, qui est une ressource non renouvelable et qui sera épuisée dans 30 ans. Donc il y a un enjeu très fort d'un point de vue pour la résilience de l'humanité, mais pour vos startups, vos entreprises, à vous emparer de ce sujet avec cette vision-là. Alors pas pour faire de la low-tech pour de la low-tech, mais simplement parce que c'est ce qui va délivrer l'expérience utilisateur attendue au moindre coût avec le moins d'impacts environnementaux. Donc juste pour finir, je voulais faire une conclusion collective, mais je voulais juste vous rappeler qu'on a conquis la Lune avec 70 kilooctets. 70 kilooctets, des règles à calcul et des calculateurs humains. Et donc c'est finalement l'association des calculateurs humains, des règles à calcul, qui est une invention très ingénieuse, qui utilise le logarithme népérien, et finalement 70 kilooctets, l'Apollo Guidance Computer,
qui nous a permis de conquérir la Lune parce qu'on ne s'est pas reposé que sur le numérique, on s'est reposé sur toutes les ressources qu'on avait à notre disposition. Aujourd'hui, 70 kilooctets, ça permet de envoyer un mail. On est devenu un peu feignant et un peu bête. Hein. Si à 50 ans, ils arrivent à aller sur la Lune avec 70 kilooctets et que nous, on envoie juste un mail, il faut quand même qu'on se pose des questions sur la façon dont on conçoit les services numériques. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de progrès à faire, mais aussi beaucoup d'opportunités, concrètement. Voilà, je ne sais pas comment tout ça résonne, et je vous propose de faire une sorte d'ouvrir les questions. On a encore du temps pour les questions et les réponses ? Ouais. Et donc d'ouvrir un petit peu les questions et les réponses, et puis d'essayer d'en faire, c'est complètement improvisé, d'essayer d'en faire une sorte de conclusion collective, un tableau blanc, qu'on va écrire la conclusion ensemble, parce que peut-être que ça résonne pour vous qui avez des profils techniques, bien plus que moi, peut-être que ça résonne et que vous voyez déjà voilà, vous mettez en perspective ce que je viens de vous raconter. Et du coup, je vais répéter la question pour tout le monde. Ouais. Pour partir sur le sujet, pour la plupart des sites actuellement, comment sont traitées les pubs ? Parce que c'est quand même un volume énorme. Des fois, on voit des pubs qui démarrent toutes seules avec de la vidéo. Moi, je trouve ça intolérable, hein, personnellement, mais... La pub, c'est 30 à 70% de la bande passante, enfin du poids, on va dire, quelque part de l'écran qu'on regarde, quoi. Du coup, est-ce que ça peut pas être... La pub, dans les entreprises, on filtre déjà tout ça si on le souhaite. Hein. On peut mettre des filtres de type adblock. Vous vous rappelez du fichier host ? Qui voit ce que c'est le fichier host ? L'ancêtre du DNS. En fait, moi je l'utilise depuis 23 ans, je pense, 24 ans, je ne sais pas quand je me suis connecté la première fois de ma vie. Et dedans, en fait, c'était une table de routage, c'est l'équivalent d'un DNS, et on peut filtrer sur son poste de travail, quand on a les droits admin, on peut filtrer très bas niveau, quoi. Et on peut très bien imaginer déployer un master et updater ce fichier une fois par an, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 2 ans, à l'échelle d'un parc d'entreprise, par exemple. Évidemment, ça serait bien de légiférer aussi. On est bien d'accord. Il y a un moment, là, il va falloir légiférer. D'ailleurs, dans le cadre de la loi économie circulaire et contre le gaspillage alimentaire qui a lieu en ce moment, il y a les débats. Je suis au Sénat la semaine prochaine, donc c'est en cours, c'est pas fini. Et, la société civile se pose plein de questions. Et on voit déjà la société civile qui commence à dire, là, ça suffit, la 5G. On commence à avoir une sorte de levée de bouclier sur la 5G. On commence à avoir, quand même, au-delà du mouvement anti-pub historique, une volonté de légiférer sur le déclenchement, les autoplays des vidéos, sur les publicités, etc. Alors pour l'instant, malheureusement, nos politiciens et politiciennes ne connaissent pas suffisamment bien le sujet, ils se trompent un peu de combat, mais c'est un autre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils s'emparent du sujet. Moi, ça rejoint un peu ce dont vous parliez là maintenant, mais en fait, je vais demander comment est-ce qu'on pousse les entreprises finalement à faire des co-conceptions, parce que là, vous avez cité des cas où ça va un peu de pair avec l'expérience utilisateur, donc c'est pas mal. Il y a plein de cas, les pubs c'est un bon exemple, et puis je veux dire, la 5G, regarder des vidéos sur Netflix, même ce qui sauf si est-ce que je sois net. Alors comment on pousse, comment on fait adhérer à cette démarche ? Ouais. En tant qu'utilisateur, ça c'est une démarche personnelle, mais pour les entreprises, oui. Finalement, si ça leur ROI, retour sur investissement, création de valeur. Captain Train, ils sont en train de botter les fesses de la SNCF. C'est eux qui vont gagner de l'argent, c'est pas la SNCF sur la vente de billets. Google, ils ont botté les fesses de Yahoo. Je veux dire, c'est du business, c'est-à-dire que c'est bon pour le business. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est l'équation de Kaya. Je vous donne des mots-clés. L'équation de Kaya, c'est quoi ? C'est l'équation qui montre le couplage entre la création de valeur ajoutée, l'augmentation du PIB et l'augmentation des impacts environnementaux. Nous, ce qu'on cherche, puisque on travaille sur le développement durable où il y a 3 piliers, people, planète, profit. Et si ça ne rapporte pas, si ce n'est pas bon d'un point de vue économique, personne n'ira faire du développement durable, réduire les impacts du numérique. On cherche à découpler la croissance et la création de valeur avec les impacts environnementaux qui baissent. Et donc, à chaque fois que je parle de l'exemple de Yahoo versus Google, de la SNCF, Captain Train ou d'autres exemples, il y en a plein d'autres, les décideurs, ils comprennent. Ils comprennent tout de suite. Mais tout de suite. Le modèle de la pub, il est mort. Pagejaune.fr, le groupe Solocal, 1 milliard d'euros sur le web, en Europe quand même. Avec, à l'époque, quand on l'a éco-conçu, en 2014, c'était le 10e plus gros site web français en trafic. Donc c'était la vache à lait du groupe. On les voit basculer petit à petit sur Doctolib ou l'équivalent, enfin, plutôt que d'être sur le modèle d'annonceur parce que tout le monde sait que c'est mort la pub, ils basculent petit à petit sur le modèle du service où ils vendent vraiment un service. Et là, quand on est sur le modèle du service, c'est le meilleur qui gagne, c'est celui qui est le plus léger, le plus lean qui gagne, parce qu'il faut que ça soit simple de prendre rendez-vous chez le médecin. Et c'est ce basculement de modèle économique qu'on est en train de le voir arriver là, ça fait 10 ans qu'il est en train d'arriver assez profondément dans la société. Est-ce que ouais. Ouais.
Alors les fabricants de matériel, il y aura un indice de réparabilité que vous pourrez, quand vous achèterez un smartphone, c'est une réponse indirecte, mais qui va répondre. Quand vous achèterez un smartphone ou un laptop à partir du 1er janvier 2021, sera associé forcément à la fiche produit, il y aura un indice de réparabilité. Je suis en réunion en ce moment au ministère de la Transition écologique et solidaire avec tous les fabricants, mais aussi la société civile. Il y a des ONG comme les Amis de la Terre ou HOP, Halte à l'obsolescence programmée. Moi, je suis plutôt sur le banc à côté d'eux, enfin d'elles. Et clairement, on voit que les fabricants ils ont des contraintes législatives déjà, des contraintes juridiques. Ils ont compris qu'il y avait un sujet, mais ils ont du mal à y aller quand même. Ils ont du mal. Alors j'ai proposé un amendement que je défendais il y a 3 semaines à l'Assemblée nationale sur la dissociation systématique et obligatoire des mises à jour correctives, bugs, failles de sécurité, des mises à jour évolutives. On ajoute des fonctionnalités qui encrassent la machine, parce que c'est finalement surtout ça qu'encrasse. Parce que c'est aussi un des gros arguments qui pousse les gens à changer leur téléphone. On leur dit, il y a des problèmes de sécurité. On est d'accord. On est d'accord, on l'a identifié. Hier, j'étais au téléphone avec une table ronde, il y avait Microsoft, etc. Tout le monde était d'accord. En commission à l'Assemblée, ils étaient d'accord pour voter l'amendement. Il y a un acteur qui est peut-être dans la salle, je ne sais pas, mais il y a un acteur, un opérateur. Parce que le problème, c'est que sur le smartphone, il y a l'OS, et puis il y a la surcouche opérateur. Enfin, il y a la surcouche du fabricant du téléphone, et puis il y a la surcouche opérateur. On a un opérateur qui a botté en touche en France qui est très puissant et qui a botté l'amendement. Voilà. Mais c'est identifié, on l'a écrit. Hein. On s'arrête là. Je vais sortir dans le couloir, on discute dans le couloir.